Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique, un nouveau numéro consacré aujourd'hui à la campagne pour la présidentielle américaine. Donald Trump est-il assuré de garder la Maison-Blanche avec une primaire démocrate particulièrement clivée? Donald Trump semble pour le moment relativement apaisé. Pour tout comprendre de cette campagne, je suis avec Gérald Olivier. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors pour vous présenter, vous avez un long palmarès, vous êtes journaliste, vous avez travaillé pour Spectacle du Monde, vous étiez rédacteur en chef, vous êtes spécialiste des États-Unis, évidemment, ça tombe sous le sens. Vous allez publier dans très peu de temps Sur la route de la Maison-Blanche, dictionnaire des élections présidentielles américaines, c'est aux éditions Picolec, et cela va sortir dans quelques semaines, début mars. Oui, c'est prêt, c'est une affaire de 2 jours, on va dire, j'espère. Alors pour commencer, intéressons-nous à ce président américain qui a fait couler tant d'encre, Donald Trump, que personne n'attendait, ou très peu de monde attendait, en tout cas à la Maison-Blanche en 2016. Il semble aujourd'hui sur une très bonne voie pour la réélection en 2020, en novembre prochain. Il a décidé néanmoins d'annoncer sa candidature relativement tôt, en juin dernier. Je vous propose, avant de vous donner la parole, de regarder sa déclaration dans un meeting. We will indeed keep America great. We will keep it so great. Better than ever before. We're going to keep it better than ever before. And that is why tonight I stand before you to officially launch my campaign for a second term as President of the United States. Our radical Democrat opponents are driven by hatred, prejudice, and rage. They want to destroy you, and they want to destroy our country as we know it. Not acceptable. It's not going to happen. Alors les mêmes angles d'attaque qu'en 2016, mais avec aujourd'hui un bilan à faire valoir. Absolument. Alors d'abord, deux petites choses. Merci de votre invitation. Et puis dans mon palmarès, comme vous avez dit, en fait, avant d'être rédacteur en chef de Spectacle du Monde, j'ai passé 15 ans comme correspondant aux États-Unis. J'étais sur la côte ouest. Et c'est là où j'ai appris à connaître l'Amérique. Et c'est là où, d'ailleurs, à l'époque, j'avais déjà rencontré une fois Donald Trump. Donald Trump, c'est un personnage. Et c'est vrai qu'on ne l'attendait pas il y a 4 ans. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est une présidence accidentelle ou est-ce qu'en fait c'est véritablement un président de rupture qui est en train de changer l'Amérique? Les démocrates souhaiteraient évidemment que ce soit un président accidentel. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils essayent par tous les moyens, ils ont essayé de le renverser de manière constitutionnelle ou pas, à travers cette procédure de destitution qui s'est terminée par un acquittement il y a quelques semaines. Donald Trump, lui, pense être le porte-parole d'un mouvement beaucoup plus profond. Et on verra d'ailleurs la profondeur de ce mouvement à l'occasion de l'élection qui aura lieu le 3 novembre. Alors, il est le candidat déclaré du Parti républicain, mais officiellement, il doit néanmoins, lui aussi, emporter une nomination. Donc il y a des primaires du côté des républicains en même temps qu'il y en a du côté des démocrates. Il est évident que c'est Trump qui sera le représentant des républicains. Aujourd'hui, le Parti républicain est presque devenu le parti de Trump. Et le défi qu'il va devoir relever, eh bien, c'est de poursuivre ce qu'il a lancé. Et je dirais presque que c'est là le plus difficile. Évidemment, il faut se faire réélire avant. Et on va en parler parce que cette réélection, elle n'est pas assurée. Il faut quand même rappeler ou se souvenir qu'en 2016, il est devenu président. Il est devenu président parce qu'il a remporté le fameux collège électoral. Je pourrais expliquer ce que c'est en détail si vous le souhaitez. Mais il a quand même perdu au nombre de voix. Bien sûr. Il avait 3 millions de voix de retard sur Hillary Clinton, ce qui est quand même très important. Alors le système américain permet à un candidat, même minoritaire, au nombre de ce qu'on appelle les suffrages populaires, d'être élu de façon très légitime. Ça s'est déjà produit 5 fois. Trump, c'était la 5e fois d'un tel cas. Donc il n'y a pas de question sur la légitimité de son élection. Par contre, si les votes sont répartis d'une autre manière,
il est fort possible qu'il soit, qu'il soit toujours minoritaire au vote populaire et qu'il ne gagne pas au collège électoral. Donc l'élection, elle n'est pas faite. Il y a un véritable suspense et le résultat dépendra non seulement de la campagne de Donald Trump, mais bien évidemment de qui il aura en face. Et pour l'instant, on ne le sait pas. Alors justement, avant d'attaquer la partie sur les primaires démocrates, j'aimerais revenir sur cette question d'annonce de candidature de Donald Trump relativement tôt. Donc on l'a dit en juin dernier, il y avait, comme vous l'avez rappelé, cette procédure d'impeachment qui planait au-dessus de lui. Est-ce que justement il a voulu quelque part faire un dérivatif pour oublier cette procédure qui s'abattait sur lui? Pas forcément, parce qu'à ce moment-là, en juin, si vous regardez bien les dates, c'était une très bonne époque pour lui. Au mois d'avril, il y avait eu le rapport Mueller, cette longue enquête sur une possible collusion avec la Russie. Le rapport l'avait blanchi. Il n'y avait ni conspiration, ni collusion, ni obstruction de justice. Ça avait été une sorte de grand chelem pour lui et une grande déception pour les démocrates. Le fameux appel téléphonique au président ukrainien, il aura lieu le 25 juillet. Donc au mois de juin, ça ne s'est pas encore produit. Il est un petit peu entre les deux. Mais pourquoi est-ce qu'il lance sa campagne de bonheur? Parce que Donald Trump, c'est un puncher. Et même c'est quelqu'un qui aime bien recevoir des coups pour en rendre des coups 10 fois plus forts. Il a besoin d'être en campagne. Et depuis 4 ans, en fait, il n'a jamais cessé d'être en campagne. Régulièrement, il y a des grands meetings, des grands rassemblements avec toujours plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et c'est assez impressionnant de participer à un meeting de Donald Trump parce que c'est électrique. Il y a une ambiance, c'est prenant et il adore mobiliser ses troupes de cette façon. Donc entrer en campagne, c'est une façon de mobiliser ses troupes très tôt et d'assurer qu'il ait une base motivée derrière lui. L'élection du mois de novembre, ce ne sera pas une élection qui se jouera sur les programmes. Les gens sont déjà convaincus. Les électeurs savent plus ou moins déjà pour qui ils voteront. Ils savent s'ils voteront démocrate ou s'ils voteront Trump. Et ils savent s'ils voteront pour quelqu'un ou contre quelqu'un d'autre. Il y a un certain nombre de gens qui, malgré tout, n'acceptent pas, n'aiment pas la personnalité de Donald Trump, au-delà de son propre bilan qui est très positif. Donc, l'élection, pour moi, elle se jouera sur la mobilisation. Est-ce que chaque camp sera en mesure de faire en sorte que tous ces électeurs se présentent et qu'ils parviennent à en gagner quelques-uns dans l'autre camp? Et c'est ça qui fera la différence. Alors cette annonce de candidature, elle a fait réagir. Elle a fait notamment réagir Bernie Sanders, le malheureux candidat démocrate qui était face à Hillary Clinton il y a 4 ans. Lors de la présidentielle américaine dernière. Je vous propose de regarder justement sa réaction particulièrement virulente. We have a president who is a racist, who is a sexist, who is a homophobe, who is a xenophobe, and he is a religious bigot. And his strategy to win re-election is to divide the American people up based on the color of our skin, based on where we were born, based on our religion, based on our sexual orientation. And our job is not to allow him to do that. Alors là, Bernie Sanders, il ne fait pas dans le sous-entendu. C'est peut-être là aussi où on voit les différences entre la politique française et la politique américaine. C'est brut de décoffrage, on pourrait le dire. Oui, c'est très violent. C'est très violent et en même temps, c'est très représentatif de tout ce qui constitue aujourd'hui les différences entre les démocrates et le reste des électeurs aux États-Unis. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes automatiquement étiqueté, parce qu'on a entendu, sexiste, homophobe, raciste, etc. En vérité, tout ça, c'est de la blague, tout le monde le sait très bien. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est le Parti démocrate qui s'est construit sur une forme de communautarisme. C'est le Parti démocrate qui est le parti de toutes les minorités et qui aime bien mettre les gens dans des cases. Vous avez l'électorat noir, vous avez l'électorat hispanique, vous avez l'électorat asiatique, vous avez l'électorat féminin. Au sein de l'électorat féminin, vous avez les femmes qui sont jeunes, qui sont mères de famille, qui sont retraitées. Vous avez celles qui habitent dans le centre-ville et celles qui habitent en banlieue. Et puis après, vous avez les groupes religieux, et donc on décompose la société par des petites cases, et on donne une bouchée de pain à l'un, une bouchée de pain à l'autre, une bouchée de pain au troisième, et ça vous fait un corps électoral qui parvient à vous amener au pouvoir. Et si vous avez le malheur de chercher à briser ces lignes, on vous détruit. En vérité, lorsqu'on regarde la politique de Donald Trump, c'est une politique qui a
beaucoup plus bénéficié à l'électorat noir que ce qui s'est passé au cours des 4 décennies précédentes. Lui, il essaye de briser ce qu'on appelle ce cycle de la pauvreté, qui consiste pour la minorité noire, qui souvent est bien entendu démunie, dont les gens ne réussissent pas forcément aussi bien à l'école que d'autres, eh bien, de leur donner une forme d'assistance. Mais cette assistance, eh bien, elle les maintient dans cette situation de dépendance et de pauvreté. Donald Trump a toujours dit, le meilleur système d'assistance sociale, c'est un job, c'est un travail. C'est un emploi, avec une rémunération qui soit décente, qui vous permette d'envisager l'avenir avec un petit peu plus d'espoir que simplement répliquer ce que vous faites aujourd'hui. Donc les politiques de Donald Trump, c'est une politique économique axée sur la croissance, sur le développement industriel, sur l'emploi des cols bleus. Ça profite beaucoup aux Noirs. Ça profite beaucoup aux Hispaniques. Jamais le chômage de ces 2 catégories de citoyens n'a été aussi bas. Le chômage au sein de la communauté noire est aujourd'hui à un niveau historiquement bas. Donc de ce point de vue-là, on ne voit pas comment on peut qualifier la politique d'un tel président de raciste. Donc le vrai problème des démocrates, c'est justement le succès de la politique économique de Donald Trump. Ils ne peuvent pas le battre sur les faits. Ils ne peuvent pas le battre sur son bilan. Donc ils ont essayé de le renverser à travers cette procédure de destitution, encore une fois, et puis ils essayent de le délégitimer, ainsi que le disait M. Sanders, en le qualifiant de sexiste, de tout cela. Alors, Donald Trump n'appartient pas non plus à la nouvelle génération qui a grandi dans le politiquement correct. Bien sûr. Visiblement, Bernie Sanders non plus. Non plus, mais ils n'étaient pas tout à fait du même bord. Donc M. Sanders, c'était... Donald Trump, c'était un playboy quand il était jeune. Et c'est certainement quelqu'un qui a profité de son argent, et c'est un comportement dont on peut débattre. Mais on n'est pas là pour élire un saint. Et c'est d'ailleurs ce que beaucoup d'Américains vous disent, on est là pour élire un président. On est là pour élire quelqu'un qui va mener le pays, le diriger, assurer à ses citoyens un niveau de vie décent, une sécurité au plan intérieur et au plan international. Le travail d'un président, c'est pas d'être un enfant de cœur tous les dimanches. C'est pas ça qu'on leur demande. Et il y a un moment où il faudra qu'on comprenne que les gens ont leurs défauts, mais qu'au-delà de leurs défauts, ils ont des qualités. Et si ces qualités conviennent au leadership, eh bien c'est à eux qu'il faut confier les rênes du leadership. Alors on va commencer la deuxième partie de cette émission sur les primaires des démocrates. Vous expliquiez tout à l'heure que lors des meetings de Donald Trump, il y avait une forme d'électricité, d'énergie qui prenait. On a le sentiment que la primaire des démocrates, elle ne prend pas vraiment. Non, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Le problème des démocrates, alors il y en a malheureusement beaucoup pour eux. Ils sont divisés. Et c'est vrai que le Parti démocrate était pendant longtemps le parti de la classe ouvrière et des minorités. C'est plus le cas aujourd'hui. Comme je le disais, avec le programme de Donald Trump, le parti de la classe ouvrière, c'est le parti républicain. Et s'il arrive à faire basculer cet électorat, ce qu'on a vu se produire dans quelques États en 2016, ce qui a permis son élection, le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, si ce phénomène-là se confirme, Donald Trump sera élu, quel que soit le candidat. Mais donc les démocrates sont divisés parce qu'aujourd'hui, ils sont le parti de la classe libérale très confortable des bobos des grandes métropoles, et puis le parti, c'est vrai, des minorités et des gens les plus pauvres. Ils ont une aile radicale, ils ont une aile centriste, et ils n'arrivent pas à réconcilier les deux. Quels sont les candidats ? Vous avez Bernie Sanders, qui est le représentant de cette aile radicale. Vous avez Elizabeth Warren qui se place également là, qui est sénatrice du Massachusetts. Dont on parlait beaucoup au départ et dont on parle beaucoup moins aujourd'hui, voilà, que Trump avait beaucoup qualifié de Pocahontas notamment. Voilà, parce qu'elle avait un petit peu triché sur son héritage ethnique pour obtenir un poste réservé à des Amérindiens à Harvard. Elle a été beaucoup critiquée des deux côtés pour ça, ce qui montre aussi bien ce que c'est que la politique, enfin, la politique des quotas, elle a ses limites et on les a vus ici parce qu'elle a piégé même ceux qui défendent ce type de politique. Donc les démocrates, leur problème, ils sont divisés et ils n'ont surtout pas de champion. Ils n'ont pas quelqu'un qui soit en mesure de battre Donald Trump. Ni sur la personnalité, alors ça c'est difficile, ni surtout sur le fond. Bernie Sanders est très âgé, il a 78 ans, ça se voit. Elizabeth Warren, c'est aussi une septuagénaire. Il y a deux petits jeunes qui Donald montent. Trump n'est pas tout jeune non plus. Non, c'est exact, il a 76 également. Donc on a, du point de vue de la politique américaine, on pourra en débattre après, c'est vrai qu'il y a un changement de génération à venir et qu'il y a une relève.
qui pour l'instant n'est pas forcément là. Du côté démocrate, il y a le maire de la ville de South Bend dans l'Indiana, M. Peter Buttigieg, qui est tout nouveau, tout jeune, il a 38 ans. Est-ce qu'il a l'envergure pour passer de South Bend, qui est une ville de 100 000 habitants, il a fait la surprise dans l'Iowa, en tout cas. Oui, mais je ne dirais pas que ce n'est pas étonnant, mais presque. C'est-à-dire que le cas de l'Iowa, c'est un cas très particulier. L'Iowa, c'est un État rural du Midwest, et c'est le premier État à voter dans le cadre des primaires. Donc tous les candidats veulent beaucoup réussir dans cet État pour justement avoir un effet médiatique et bénéficier de cet élan. Il s'est beaucoup investi, et la façon dont on vote dans l'Iowa, c'est un vote par caucus. C'est pas un vote où on met un bulletin dans une urne, c'est pas un vote à bulletin secret. Il faut envoyer ses représentants, ses délégués, ses militants dans des assemblées pour essayer de convaincre le plus de gens possible. Il avait ce qu'on appelle en anglais un ground game. Il avait énormément de gens sur le terrain. Il en a profité. Dans New Hampshire, il a profité de l'élan qu'il avait eu lors du premier scrutin pour bien figurer. Il n'est qu'à 20-25%, il a une poignée de délégués, ça ne compte pas. Tout va basculer dans 3 semaines. Parce avec que le 3 mars, il y aura ce qu'on appelle le Super Mardi. 14 États vont voter le même jour, dont la Californie, dont le Texas, qui sont les 2 États les plus peuplés des États-Unis, la Virginie, la Caroline du Nord. Donc, les choses vont être bouleversées. Et puis, un candidat nouveau va apparaître, qui est M. Bloomberg. Rappelons que parmi les candidats déclarés, il y a Michael Bloomberg, qui est l'ancien maire de New York, qui est entré dans la bataille très tard, donc qui n'a pas pu être inscrit pour les premiers scrutins. Donc il a fait une croix sur l'Iowa, il a fait une croix sur le New Hampshire, il a fait une croix sur le Nevada et la Caroline du Sud qui vont voter le 22 et le 26 février, et il a tout misé en quelque sorte sur le Super Mardi. Monsieur Bloomberg est un milliardaire. Il a indiqué qu'il dépenserait 1 milliard ou plus pour soutenir sa propre cause ou celle du candidat, si ce n'est pas lui qui remporte la nomination. C'est beaucoup d'argent. Ça a convaincu énormément de gens de regarder un petit peu de son côté. Ça ferait rêver certains partis politiques français. Ah oui, c'est beaucoup d'argent. Il a déjà dépensé, figurez-vous, 350 millions de dollars en 2 mois. Personne n'a jamais fait ça. Principalement... Pas même Donald Trump. Pas même Donald Trump, non. Et Donald Trump, en fait, justement, a bénéficié de ces meetings parce qu'il n'avait pas besoin d'investir tant. Souvenez-vous, la campagne de 2016, les télévisions parlaient en permanence de Donald Trump. Quel besoin avez-vous d'acheter des publicités sur la télévision lorsque les journalistes parlent de vous en permanence? Il a bénéficié de CNN et de MSNBC, qui n'arrêtaient pas de casser du sucre sur son dos, mais à l'arrivée, c'est lui qui est sorti vainqueur. Donc M. Bloomberg, l'ancien maire de New York, est candidat, et avec sa fortune, avec aussi des idées qui sont beaucoup plus des idées du centre, bien, il espère avoir un impact, et on verra cela le 3 mars. Si M. Bloomberg parvenait à remporter un État important, la Californie par exemple, ou le Texas, il deviendrait, je ne dirais pas automatiquement, l'homme de tête, mais presque. L'important pour lui, ça va être de terminer dans les 3 premiers. Je pense que M. Sanders s'en sortira très bien à l'issue du Super Mardi. Il est possible qu'il remporte la Californie, donc ça c'est quand même un gros morceau. Les 2 autres, M. Buttigieg et Mme Amy Klobuchar, dont on n'a pas encore parlé, qui est sénatrice du Minnesota, qui a terminé 3e dans le New Hampshire, je pense qu'ils vont retomber beaucoup plus bas et que pour eux ce sera le début d'une mise en retrait. Joe Biden, qu'on n'a pas encore cité, qui était le favori, qui reste le favori des sondages au plan national. Il a besoin d'abord de très bien figurer en Caroline du Sud. Il doit remporter cet État. S'il est à nouveau distancé, ce sera très difficile de revenir pour lui. Si par contre il gagne en Caroline du Sud, ce qu'il est capable de faire, et qu'il figure honorablement lors du Super Tuesday, on se retrouve avec une course à 3 entre Bernie Sanders, Joe Biden et Michael Bloomberg. Et il est possible, si M. Joe Biden ne parvient pas à remonter la pente, parce qu'il a quand même perdu pas mal de terrain, qu'on ait à l'issue du Super Tuesday une course à 2 entre Michael Bloomberg, le centriste
et le personnage très riche mais extérieur à Washington est Bernie Sanders, le révolutionnaire socialiste. Alors en parlant de Michael Bloomberg, on a beaucoup parlé justement de ces millions, voire ce milliard qu'il était prêt à injecter. Et alors ça a évidemment donné l'idée à Bernie Sanders de faire une vidéo justement sur ce point précis. When you talk about money in politics, we got a former mayor of New York City who has a record, every reason in the world he's entitled to run for president. No problem with that. Smart guy. But he is spending hundreds and hundreds of millions of dollars to buy the election. There is something wrong with that. And I'm reading some headlines from newspapers about Pete Buttigieg. Pete Buttigieg has most exclusive billionaire donors of any Democrat. That was from Forbes. The Hill. Pete Buttigieg tops billionaire donor list. Whose side are you on? Do you think if you're collecting money from dozens and dozens of billionaires, you're going to stand up to the drug companies? And you're going to throw their CEOs in jail if they have acted criminally in killing people all over this country with opioids that they knew were addictive and killing people? Think that's going to happen? Alors là encore, il ne fait pas dans la dentelle, Bernie Sanders. Ben non, c'est un discours révolutionnaire. Il y a toujours eu de l'argent en politique, surtout aux États-Unis. Et c'est vrai qu'ils ont essayé plusieurs fois de faire en sorte que l'argent ne soit pas le seul argument. Maintenant, c'est le nerf de la guerre. Il en faut. Il lui en a fallu à lui aussi. Alors en 2016, il avait un défi qui était beaucoup plus simple. D'abord, il était seul contre Hillary Clinton. Donc il a bénéficié de tous ceux qui n'aimaient pas Hillary Clinton. Et ils étaient très nombreux. Oui. Moi, à l'époque, dès 2015, j'avais écrit un article indiquant pourquoi Hillary Clinton ne serait pas présidente. Parce qu'il y avait tout un tas de négatifs qui la concernaient. Donc il a profité de ce sentiment anti-Hillary. Et à l'époque, il s'est reposé sur des petits donateurs. C'est-à-dire des gens qui lui donnaient pas plus de 100 ou 200 $. Mais il en a eu suffisamment pour avoir une vraie campagne. Et puis le moment venu, le parti vient derrière. Donc c'est pas lui directement qui bénéficie de cet argent, mais c'est le parti qui en bénéficie. Donc même si lui critique les milliardaires sont aussi d'une certaine façon, pas forcément à le soutenir lui, mais à soutenir le parti qui le soutiendra. Maintenant, il y a un vrai problème dans le discours de Bernie Sanders. Et plus on l'écoute, plus on se rend compte que ce personnage, malgré tout, n'est pas à sa place dans cette élection. Et je serais personnellement extrêmement surpris, pas forcément qu'il ait la nomination, mais qu'il entre un jour à la Maison-Blanche. Il ne faut jamais dire jamais, depuis Trump, il ne faut jamais dire jamais. Mais il a un discours qui est tellement révolutionnaire, qui est tellement pas anti-américain, mais anti-culture américaine. Parce qu'on n'est pas forcément mauvais parce qu'on est devenu milliardaire. Et les gens qui sont milliardaires ne l'étaient pas forcément avant. Donc toute cette question de l'argent est automatiquement sale, qui lui est une sorte de logiciel qu'il a intégré, n'est pas du tout la façon dont les Américains voient les choses. On pourrait le comparer un peu en France à Jean-Luc Mélenchon, mais version indigéniste, j'allais dire, et la version souverainiste en moins, quoi. Oui, c'est la France insoumise d'une certaine façon. Alors c'est pas tout à fait les mêmes contextes, mais c'est un vrai radical de gauche. Donc pour moi, il est beaucoup plus proche du Parti communiste, il est beaucoup plus proche de lutte ouvrière. Moi, je le comparerais plutôt à Nathalie Arthaud, parce que c'est le même formatage, c'est le même discours. Et ce qui est fascinant d'ailleurs dans ce type de discours, c'est que, écoutez ce que disait Bernie Sanders il y a 25-30 ans, quand il faisait à l'époque des discours au Sénat, où il était tout seul dans la salle, parce vous étiez dans un débat, mais tout le monde était parti, et lui parlait à la caméra, et la caméra ne se retourne jamais, donc on ne voyait que lui. C'est le même discours qu'aujourd'hui. Ce discours n'a pas évolué une seconde. C'est un discours qui est politique, militant, formaté. Et on sait très bien ce qu'il a à dire. Il l'a toujours dit. Ce qui est étonnant, c'est que pendant longtemps, personne ne l'écoutait. Et qu'aujourd'hui, il représente 25 à 30% du Parti démocrate. Et alors justement, comment on explique cela? Parce que c'est quand même très surprenant. Vous le dites, c'est pas du tout compatible avec la culture américaine. Non. Cette critique de l'argent, finalement, qui vient frapper la culture du self-made man, etc. Comment ça se fait que cet homme arrive à sortir? Changement générationnel. Alors, il y a deux éléments principaux. Le premier, malgré tout, c'était un élément, je dirais, purement contexte. Encore une fois, il a
bénéficié considérablement de sa candidature de 2016. En 2016, Hillary Clinton avait absolument tout épongé. C'est-à-dire qu'elle avait fait le vide autour d'elle très très tôt. Elle allait être candidate et elle ne voulait que personne ne la prive de sa candidature. En 2008, elle avait été doublée par Barack Obama, ce qui l'avait beaucoup choqué à l'époque. Elle était persuadée d'avoir la nomination en 2008. Donc en 2016, très tôt, elle a fait savoir à tout le monde qu'elle serait candidate. Et du coup, les donateurs se sont tournés vers elle. Elle a absorbé l'argent. Elle a engagé des gens. Les meilleurs stratèges sont venus derrière elle. Il n'y avait plus personne pour soutenir la moindre campagne d'opposition. Donc elle a, en quelque sorte, ouvert une brèche où Bernie Sanders s'est empressé de s'installer. Et étant le seul à défier Hillary Clinton, il a bénéficié d'une couverture médiatique extrêmement importante qui l'a fait connaître. Et il s'est adressé principalement à la jeunesse. À une jeunesse qu'on appelle les millennials, ceux qui sont nés après 1990, qui n'ont pas connu l'URSS, qui n'ont pas connu le monde du communisme, qui n'ont pas connu la guerre froide, et pour qui des idéaux beaucoup plus généreux peuvent très bien coller. Donc on a un effet générationnel. Il y a, pour certaines catégories de citoyens américains, des moments difficiles. La jeunesse aujourd'hui, c'est pas évident, parce que faire des études, ça coûte très cher. Se lancer dans la vie, ça coûte aussi très cher parce que il faut investir dans une maison et que l'immobilier coûte. Donc la jeunesse n'a pas un avenir aussi facile qu'elle l'a pu avoir il y a 1 ou 2 générations. Et à partir de là, vous avez un certain nombre de gens qui sont prêts à regarder des alternatives. On n'a jamais essayé le socialisme aux États-Unis. Bernie Sanders a un discours très radical, un discours anti-Wall Street, et c'est un discours qui résonne beaucoup sur les campus américains, et donc il a réussi à générer une certaine forme, beaucoup de jeunes et beaucoup d'autres qui se sont un petit peu agrégés à ce discours. Est-ce que la victoire de Bernie Sanders pour les primaires démocrates serait une bonne nouvelle pour Donald Trump ? Pour moi, oui, parce que, oui, si Bernie Sanders est candidat, tout l'électorat centriste du Parti républicain va lui faire défaut. Il y a quand même du Parti démocrate, va lui faire défaut. Et c'est tout le problème des démocrates aujourd'hui. S'ils choisissent un extrémiste, un radical comme Sanders, ils perdent les électeurs du centre, de leur propre parti, et ils ne rallient aucun indépendant. Donc ils retombent sur une base, et pour moi c'est une catastrophe en novembre. S'ils choisissent quelqu'un du centre, ils vont perdre les extrêmes. Parce que si vous êtes partisan de Bernie Sanders, qui préférez-vous avoir à la Maison-Blanche ? Un président démocrate avec lequel vous n'êtes pas vraiment d'accord, mais que vous devez soutenir par solidarité politique, ou plutôt quelqu'un comme Trump, que vous pouvez au contraire opposer, défier, contrer, critiquer en permanence. Vous parliez tout à l'heure de l'association avec Jean-Luc Mélenchon. C'est bien plus facile pour Mélenchon d'avoir un gouvernement de droite que d'avoir un gouvernement socialiste au pouvoir. Parce que les socialistes, c'est ses amis, il est supposé être d'accord avec eux, alors qu'en fait, il n'a pas les mêmes politiques. Donc c'est bien plus facile d'être dans l'opposition. Donc si Bernie Sanders est candidat, je pense que les électeurs du centre vont soit ne pas aller voter, soit se rallier à une candidature de Donald Trump. Pour moi, la victoire finale de Bernie Sanders aujourd'hui, elle n'est pas envisageable. Donc ce serait beaucoup plus facile pour Donald Trump face à quelqu'un comme lui. Pour moi, le seul candidat qui peut poser problème à Donald Trump, c'est Michael Bloomberg. Parce que Michael Bloomberg, en dehors de ses millions, c'est un centriste. C'est quelqu'un qui vient de New York, qui est une grande métropole. C'est quelqu'un qui a été maire de cette ville pendant 15 ans. Il faut savoir que Michael Bloomberg, la première fois qu'il est élu maire, il le fait sous l'étiquette républicaine. Après, il devient indépendant. Aujourd'hui, il est démocrate. Mais il est passé par toutes les couleurs politiques américaines et il est capable de rallier un certain nombre de gens, d'électeurs indépendants, de centristes, et d'avoir peut-être un impact. Son problème à Michael Bloomberg, c'est que il n'a pas beaucoup de charisme. Quand on compare ses performances en campagne à celles de Trump, c'est véritablement le jour et la nuit. Je ne suis pas sûr que dans les débats, il ait l'expérience suffisante pour affronter quelqu'un comme Trump, qui est quand même un gros bulldozer. Sanders n'aurait aucun problème de ce point de vue-là. Donc, ces deux candidats ont Michael Bloomberg, pour moi, a plus de chances face à Trump qu'un Bernie Sanders. Si c'est lui qui est le candidat, ce serait véritablement pour les démocrates aller dans le mur. La référence, ce serait l'élection de 1972.
ça date un peu, mais 1972, Richard Nixon est président, il a été élu en 1968, il a derrière lui ce qu'il appelle la majorité silencieuse, il a contre lui les médias, et il a un parti démocrate qui est débordé par son aile gauche et qui choisit un candidat qui s'appelle George McGovern, qui était peut-être le plus libéral au sens américain du terme, le plus social-libéral à l'époque. À l'arrivée, George McGovern fait 38%, Nixon 62%, et Nixon fait près de 400 voix au collège électoral. Donc c'est même pas une réélection, c'est un triomphe. Et si c'est Sanders qui est candidat pour les démocrates, pour moi, on se dirigera vers une répétition de l'élection de 1972. Alors, on a évidemment là évoqué surtout toute cette élection sur le prisme américano-américain, j'allais dire. Il y a évidemment d'énormes incidences sur le plan international. Donald Trump a une façon de faire de la diplomatie très particulière depuis le début de sa présidence. On voit bien que Bernie Sanders, là encore, il n'y a pas grand-chose qui peut faire la jonction entre ces deux hommes. Alors, oui et non, mais le programme international de Bernie Sanders, je ne sais même pas s'il existe, parce que Bernie Sanders est un pacifiste. Donc lui, il travaillerait à une dénucléarisation, il travaillerait à réduire considérablement le budget du Pentagone. Déjà cela, d'un point de vue américain, c'est à peine acceptable. Il faut bien comprendre que les États-Unis, aujourd'hui, ne veulent plus être le gendarme du monde. Par contre, ils savent qu'ils sont toujours le pays le plus visé et qu'il y a des adversaires qui essaieront systématiquement de les piéger. Que ces adversaires soient, je dirais, des ennemis déclarés, comme l'Iran par exemple, ou même comme la Corée du Nord, ou que ce soit aujourd'hui des partenaires commerciaux comme la Chine. Il y a une rivalité entre la Chine et les États-Unis qui pourrait, d'un point de vue stratégique, non pas dégénérer en conflit ouvert, mais vous avez une situation qui est parfois tendue en mer de Chine, parce que les États-Unis sont là pour protéger leurs alliés, le Japon entre autres, et toutes les routes maritimes qui permettent d'alimenter ces pays en énergie et autres, et la Chine voudrait bien contrôler cet endroit. Donc les États-Unis ont bien compris qu'ils devaient rester mobilisés sur l'ensemble du globe. Par contre, ils ne vont plus aller combattre des guerres pour reconstruire des nations et imposer leur modèle partout. Donald Trump n'est pas un néoconservateur. Alors justement, en 2016, il a fait campagne plutôt sur du non-interventionnisme, en promettant de ramener les soldats au pays. Je vous propose d'écouter quelques déclarations de Richard Labévière, journaliste spécialiste du Proche et du Moyen-Orient, qui était à votre place il y a quelques semaines sur ce sujet. D'accord. Il va dire qu'il a tenu sa promesse de rapatrier les boys, de ramener les boys au pays, ce qu'il va faire. Il l'a fait partiellement en Afghanistan, il l'a fait partiellement dans d'autres régions, mais... Il l'a annoncé aussi pour la Syrie. Bien sûr, mais en Syrie, il laisse justement des mercenaires et des contracteurs dans la région de Deir ez-Zor où il y a des nappes et des zones de plateformes pétrolières et gazières. Mais non, ce à quoi on insiste, en fait, c'est une privatisation de la présence militaire américaine au Proche et Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'officiellement, M. Trump pourra dire pour sa campagne, vous voyez, moi, j'ai, dans la meilleure tradition du western, tué 2 méchants et j'ai ramené les boys à la maison. Sauf que ce qu'il ne dira pas, c'est combien coûte, si vous voulez, le maintien des sociétés militaires privées, ce qu'on appelle les contractors et des mercenaires américains en Irak. Malin ce Donald Trump. Oui, je ne suis pas totalement convaincu par l'explication de votre intervenant, M. Labévière, mais non, il y a 2 réalités, pour poursuivre sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les États-Unis sont fatigués, les Américains sont fatigués de combattre les guerres des autres. Et ça, c'est un sentiment qui aujourd'hui est très très répandu au sein du pays. Plus forte raison qu'ils arrivent à en provoquer comme des grands. Ils n'ont pas besoin des autres. Oui, mais est-ce que... Alors, bon, on pourrait en débattre plus longtemps, mais il est admis aujourd'hui aux États-Unis que la guerre en Irak était une erreur. La deuxième guerre en Irak, en tous les cas. On ne parle pas de la première, 1990, mais on parle de la deuxième, 2003, que c'était une erreur. Que la guerre en Afghanistan était également une erreur. Non pas de l'avoir menée, mais d'être resté au-delà. Parce que les États-Unis ne peuvent pas imposer la démocratie de force contre le gré d'autres nations qui n'ont pas forcément cette culture.
Il y a une chose très importante dans la politique de Donald Trump, c'est qu'il a relancé l'exploitation des hydrocarbures, du gaz de schiste aux États-Unis et qu'il a à nouveau autorisé l'exploration pour ces nouveaux gisements, notamment en Alaska et sur les côtes du Pacifique. L'indépendance énergétique est très importante du point de vue américain, parce qu'ils n'avaient pas cette indépendance énergétique, qu'ils se sont retrouvés impliqués au Proche-Orient, qu'ils ont dû s'allier avec un allié de circonstance qui n'était pas forcément le mieux choisi, qui est l'Arabie Saoudite, qui est devenu leur plus grand allié, leur premier client presque en matériel militaire. Mais aujourd'hui, les États-Unis, même si ils continuent à imposer leur présence militaire partout, ils le font parce que dans leur vision, la sécurité des États-Unis commence bien au-delà des frontières. Et si vous n'êtes pas là pour faire en sorte que les choses se passent bien, eh bien c'est à l'intérieur du pays que vous en paierez les conséquences. Par contre, continuer à se battre sur des théâtres lointains, dans des pays que la plupart des Américains seraient incapables de situer sur une carte, ça appartient au passé. Donc il y aura, pour moi, une forme de retrait inévitable partout où cela sera possible. Par contre, Donald Trump continuera à maintenir des bases et il continuera à construire un appareil militaire très fort. Parce que sa doctrine, elle est basée sur la dissuasion. Il appelle ça en anglais « peace through strength », c'est la paix par la force, et l'idée que il ne faut surtout pas nous taper sur les doigts, parce que si vous nous tapez sur les doigts, vous allez vous prendre un très grand coup. C'est ce qui est arrivé à l'Iran. Donald Trump pensait que l'accord nucléaire sur l'Iran est un mauvais accord, parce qu'il permettait à terme, au bout de 10 ou 15 ans, à l'Iran de reprendre ses recherches, peut-être même de les avoir jamais véritablement interrompues, et de parvenir à confectionner une bombe. Les experts avaient tendance à dire plutôt que ça avait été mis entre parenthèses. Ça avait été mis entre parenthèses, voilà, c'était pas du tout au le minimum. fait. Voilà, pour 10 ou 15 ans. Donc lui, la vision de Donald Trump, c'est il ne faut jamais qu'un régime islamique, et surtout pas le régime iranien, possède une bombe. De ce point de vue-là, il est exactement sur la même ligne que les Israéliens. Donc cet accord allait leur permettre à terme de l'obtenir. C'était un mauvais accord, il en est sorti. Du coup, les Iraniens ont quand même, eux, perdu ce qui leur permettait de maintenir leur régime en vie, c'est-à-dire toute l'assistance économique qu'ils avaient pu commencer à remettre en place avec les Européens, la fin des sanctions. Ce que les Iraniens voulaient, c'était la fin des sanctions. C'était permettre au régime qui est en place depuis 1979 à perdurer. Donald Trump a coupé un petit peu ce cordon ombilical qui permet au régime de survivre. Du coup, le régime s'est braqué et on a assisté à un certain nombre d'actions provocatrices et de défis dans le Golfe. À un moment, Donald Trump a dit « ça suffit » et ils ont éliminé M. Soleimani, qui était le principal général en charge des forces Al-Quds, c'est-à-dire les forces qui sont les plus actives dans la capacité de l'Iran à déstabiliser et à maintenir sa présence dans la région. Et les Iraniens ont bien compris, dans la façon dont cette attaque s'est déroulée, que les Américains avaient une puissance qui était largement supérieure à la leur. La façon dont ce monsieur a été éliminé a prouvé à tous les Iraniens que si les États-Unis ont envie, à un moment ou à un autre, de se débarrasser de quelqu'un, cette personne ne pourra pas être en sécurité. Donc c'est très difficile à accepter dans un monde que l'on considère comme multipolaire et un monde qui est basé sur le multilatéralisme. De ce point de vue-là, M. Trump, lui, il ne fait pas de complexe. Nous sommes le pays le plus puissant. On n'ira jamais vous embêter. Mais si vous nous tapez sur les doigts, vous allez vous prendre un retour de bâton beaucoup plus fort. C'est une politique qui est très peu diplomatique, très unilatéraliste, mais comme il l'a toujours dit, lui, son rôle, c'est d'être le président des États-Unis et de faire ce qui est dans l'intérêt des États-Unis. Et alors, toute dernière question, parce qu'il est vrai que la politique étrangère américaine intéresse toujours beaucoup en France, en Europe. Est-ce que les Américains eux-mêmes sont très intéressés justement par les orientations sur la géopolitique par leurs candidats ? Très peu. Très peu, non. La question de la politique étrangère, c'est toujours le paradoxe ou l'incertain d'une campagne électorale. Souvenez-vous, en 1992, juste après la guerre du Golfe, lorsque Clinton est candidat, ce qui est resté de cette campagne, c'était le slogan « It is the economy stupid ». Ça veut dire c'est l'économie qui compte. C'est les Américains votent avec leur portefeuille.
Si l'économie se porte bien, quelle que soit la politique étrangère, sauf si le pays est en guerre, bien sûr, eh bien, c'est ça qui va faire basculer les opinions. Donc, sur le fond, les Américains s'intéressent très peu à la politique étrangère. Les Américains connaissent très peu l'état du monde. Les États-Unis, c'est un pays et un continent. Si vous habitez le Kansas, vous êtes à 3000 km de la moindre côte et vous êtes à 10 000 km de l'Europe et à 10 000 km de l'Asie. Ce sont des pays que vous ne connaissez pas. Il y a une majorité d'Américains qui n'ont pas de passeport. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de passeport? Parce qu'un passeport, ça sert à voyager à l'étranger. Et très peu d'Américains voyagent à l'étranger. Il y en a une certaine partie, bien entendu. Mais ce n'est pas un peuple qui s'intéresse beaucoup à la politique étrangère. Ils la connaissent de manière très caricaturale. On ne parle pas d'un pays, aux États-Unis, tant que le sang ne coule pas. On va parler, les télévisions s'intéressent aux images fortes. Donc on parle d'un pays à partir du moment où il y a un conflit. Et on en parle très peu sinon. Même l'Europe, qui est le continent qui a donné l'essentiel de sa population d'un point de vue historique aux États-Unis, les Américains connaissent très très peu l'Europe. Si vous leur demandez de citer les pays qui sont dans la zone euro, la plupart d'entre eux en seront totalement incapables. Je pense qu'ils savent qui est Emmanuel Macron et qui est Angela Merkel. Au-delà de cela, je ne sais pas s'ils connaissent le moindre leader européen. Donc les Américains, sur le fond, ne s'intéressent pas à la politique étrangère. Ce qu'il faut, par contre, c'est que le pays soit en sécurité. Donc si vous avez le moindre incident qui fait qu'il y a une zone d'insécurité qui va impliquer soit à l'intérieur à travers le terrorisme, soit à l'extérieur sur un théâtre qui pourrait devenir hostile, là, ils commenceront à s'y intéresser. Mais au-delà de cela, la politique étrangère, ce n'est pas la politique étrangère qui fait basculer une élection. America First. America First. Merci beaucoup Gérald Olivier d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez mieux compris comment fonctionnent les élections américaines à présent. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous n'oubliez pas, comme chaque semaine, vous likez, vous commentez, vous dites que vous nous aimez et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.